Reste à ton travail au salaire minimum. Mon frère, Marc, a souri lors de la réunion de famille, son costume sur mesure captant la lumière chaude du lustre. Nous avons besoin de vrais experts ici, pas de quelqu'un qui répare des tuyaux cassés pour vivre. Mon père, Thomas, a hoché la tête de l'autre côté de la massive table en acajou, ajustant ses lunettes. Ton frère a raison, Henri. Nous parlons d'un demi-milliard de dollars ici. C'est bien au-delà de tes capacités. Je suis resté assis là dans ma chemise en flanelle délavée, regardant les deux hommes qui étaient censés être ma famille. Le manque de respect me brûlait la poitrine, une douleur chaude et aiguë que j'avais avalée pendant des années. J'ai simplement bu mon café noir, laissant le goût amer inonder ma langue. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon téléphone vibrait dans ma poche. Le gestionnaire de fortune appelait pour demander s'ils devaient annuler tous leurs privilèges de compte de 500 millions de dollars. Comment ma propre chair et mon sang étaient-ils devenus si aveuglés par la cupidité? Et que feraient-ils lorsqu'ils découvriraient que le mécanicien qu'ils aimaient humilier était en fait celui qui payait leur demeure? Le groupe d'investissement familial Morrison tenait ses réunions trimestrielles dans le bureau de mon père Thomas. C'était une immense pièce lambrissée qui sentait toujours les cigares chers, le cuir poli et la vieille arrogance non méritée. 30 membres de la famille étaient réunis autour de la table sur mesure aujourd'hui, représentant les branches tentaculaires de l'arbre généalogique Morrison. Ils étaient tous assis droits, les yeux rivés sur le devant de la pièce, impatients d'entendre parler de la performance de notre portefeuille collectif de 500 millions de dollars. Je me suis assis à ma place habituelle, près du coin arrière, juste à côté d'une lourde bibliothèque en chêne. C'était assez près pour observer le cirque, mais assez loin pour être facilement ignoré. Excellent rendement ce trimestre, a annoncé mon frère Marc depuis le bout de la table. Il se tenait à côté de notre père comme un héros conquérant. Marc s'était autoproclamé porte-parole non officiel des investissements de la famille il y a 4 ans, juste après avoir décroché un titre ronflant dans une société de gestion de fortune de second rang. Il avait 40 ans, rayonnant du genre de confiance arrogante qui ne vient que de n'avoir jamais eu à lutter un seul jour de sa vie. Il portait un costume Zegna sur mesure qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois, une Rolex brillante à son poignet et une coupe de cheveux fraîche qui lui avait probablement coûté 300 $. Le portefeuille a augmenté de 28% d'une année sur l'autre, a poursuivi Marc, cliquant sur sa télécommande pour changer de diapositive sur l'énorme écran de 85 pouces monté au mur. Nos allocations dans le secteur technologique ont dépassé de loin nos projections initiales, et les propriétés immobilières commerciales du centre-ville de Seattle se sont magnifiquement appréciées. Les applaudissements ont traversé la pièce. Les tantes, les oncles et les cousins ont applaudi avec enthousiasme. Papa rayonnait d'une fierté accablante, regardant son fils aîné comme s'il était un dieu qui venait d'inventer l'argent. C'est ce qui arrive quand vous laissez de vrais professionnels gérer des capitaux sérieux, a dit Marc avec aisance, balayant la pièce du regard et laissant ses yeux se poser sur moi une fraction de seconde. Les investisseurs amateurs deviennent émotifs. Ils prennent des décisions réactives. Ils courent après des tendances stupides. Les investisseurs professionnels comme moi et mon équipe comprennent les fondamentaux du marché. Nous comprenons les rendements ajustés au risque. Nous comprenons comment protéger la richesse. J'ai pris une autre gorgée lente de mon café et j'ai gardé la bouche fermée. Mes ongles avaient encore de faibles traces de graisse noire. J'avais passé toute la nuit précédente, jusqu'à 2 heures du matin, sur le toit d'un hôpital local à réparer leur système de CVC industriel pour que les patients ne gèlent pas dans leur lit. J'étais fatigué, mon dos me faisait mal, et je n'étais pas d'humeur pour la performance théâtrale de Marc. Autour de la table, le reste de la famille a hoché la tête aux paroles de Marc comme s'il lisait un texte sacré. La plupart d'entre eux n'avaient aucune idée du fonctionnement réel des portefeuilles d'investissement. Ils ne savaient pas ce qu'était un coefficient bêta, et ils ne pouvaient pas expliquer la différence entre une action et une obligation si leur vie en dépendait. Tout ce qu'ils savaient, c'est que tous les 3 mois, leur généreux chèque de dividendes arrivait à temps, finançant leur location de voitures de luxe, leurs vacances exotiques et leurs adhésions à des country clubs. Et ils croyaient de tout leur être que Marc était le génie qui rendait tout cela possible. Maintenant, a dit Marc, baissant sa voix d'une octave pour paraître plus autoritaire. Nous devons discuter de l'accès au portefeuille et de la stratégie à suivre. Certaines préoccupations ont été soulevées récemment. Spécifiquement des préoccupations concernant des membres de la famille qui pourraient ne pas saisir pleinement la complexité de nos stratégies d'investissement et tenter de s'impliquer dans le processus de prise de décision. Ma tante Blanche,
Une femme tranquille d'une soixantaine d'années qui se contentait généralement d'observer, a levé un sourcil. Quel genre d'implication parlons-nous, Marc? Oh, vous savez, Marc a agité la main de manière dismissive. Des gens posant des questions banales sur des titres spécifiques, des demandes de révision de nos performances sectorielles individuelles, des suggestions stupides d'allouer des fonds à des choses qu'ils ont lues sur un forum internet. C'est le genre de micro-gestion qui peut sérieusement interférer avec la capacité de notre équipe professionnelle à exécuter des stratégies complexes efficacement. Cela a parfaitement du sens, a immédiatement renchéri mon père. Nous avons des experts pour une raison. Nous devrions laisser les experts faire leur travail sans interférence de la galerie. Exactement, Marc a souri, montrant ses dents parfaitement blanchies. Ce qui m'amène à une nouvelle proposition. J'aimerais mettre en œuvre un système d'accès à plusieurs niveaux. Les membres de la famille qui peuvent démontrer une compréhension professionnelle sophistiquée des principes d'investissement avancés auront une transparence et des droits de participation complets. Tous les autres recevront simplement leur résumé trimestriel et leur chèque, mais n'auront pas accès au système détaillé de gestion de portefeuille ni aux données brutes. Comment déterminez-vous qui est suffisamment sophistiqué, a demandé Blanche, croisant les bras. Formation, expérience professionnelle en finance et antécédents prouvés en matière de connaissances en investissement, a répondu Marc sans hésitation. Par exemple, j'ai un master en finance et je suis directeur en gestion d'actifs. Papa a bâti une entreprise immobilière commerciale et comprend les cycles du marché immobilier. Nous serions naturellement dans le niveau supérieur. D'autres, il a fait une pause dramatique, tournant la tête pour me regarder directement. D'autres pourraient être beaucoup mieux servis par une structure de rapport simplifiée. Tu veux dire des gens comme Henri? Ma cousine Delphine a ricané. Elle avait 28 ans. Toujours désespérée d'obtenir l'approbation de Marc. Sans offense, Henri, mais tu répares des climatiseurs pour vivre. Tu travailles littéralement dans des sous-sols sales. Ces choses de haut niveau sont probablement bien au-dessus de tes capacités de toute façon. Je lui ai offert un sourire serré et poli. Aucune offense, Delphine. Marc a ri. Exactement. Écoutez, Henri est un travailleur acharné. Nous sommes tous fiers de sa petite entreprise de réparation de chauffage et de climatisation. C'est un travail honnête et manuel, mais gérer un demi-milliard de dollars exige une expertise élite spécifique que le débouchage de conduit ne fournit tout simplement pas. Ce n'est pas une insulte, Henri. C'est juste la réalité. Je n'attendrai pas de toi que tu expliques des stratégies de couverture institutionnelle, pas plus que je ne m'attendrai à ce que tu me demandes de ramper dans un plafond sale pour changer un filtre à air. Des rires ont éclaté autour de la table en acajou. C'était ce rire de famille décontracté et condescendant, celui qui n'est pas censé paraître malveillant, mais qui vous transperce les os. De toute façon, papa s'est penché en avant, me regardant avec un mélange de pitié et d'agacement. Marc a un argument très valable, mon fils. Le groupe d'investissement familial Morrison est devenu massif. 500 millions de dollars, ce n'est pas de l'argent de jeu. Cela exige une surveillance sérieuse par des personnes sérieuses. Des personnes qui comprennent réellement ce qu'elles regardent lorsqu'elles examinent les métriques de performance, a ajouté Marc avec aisance. Henri, tu as toujours ce compte courant de base à la caisse populaire locale, n'est-ce pas? Toujours au volant de ce vieux camion Ford rouillé. Oui, ai-je répondu calmement. Exemple parfait, Marc a claqué des mains une fois. Il n'y a absolument rien de mal à ce mode de vie. C'est pratique. C'est raisonnable. C'est approprié pour le revenu d'un réparateur, mais ce n'est pas le mode de vie d'un homme qui pense en termes d'allocation d'actifs de plusieurs millions de dollars. Henri a probablement quoi, peut-être 10 000 dollars d'économie, 20 000 s'il a sauté son café du matin, quelque chose comme ça, ai-je dit, gardant ma voix plate et sans émotion. Tu vois, c'est tout mon argument, Marc a regardé autour de la pièce, s'imprégnant de la validation. Lorsque votre vision financière entière est mesurée en quelques milliers de dollars, il est véritablement impossible de conceptualiser une stratégie au niveau d'un demi-milliard de dollars. Ce n'est pas la faute d'Henri. C'est juste la réalité de nos différents contextes financiers. J'ai regardé mon téléphone posé sur ma cuisse. L'écran était sombre, mais mon esprit s'emballait. J'étais assis là dans ma flanelle délavée, écoutant cet homme insulter mon intelligence, ma carrière et ma valeur. J'ai souri et acquiescé.
Je n'ai pas pris la peine de dire à Marc que le rendement de 28% dont il se vantait était uniquement dû à une position courte massive que j'avais personnellement exécutée sur une chaîne de magasins défaillante il y a 3 mois. Je n'ai pas pris la peine de lui dire que le gratte-ciel de luxe ou sa société de gestion de fortune louait ses bureaux ostentatoires était en fait détenu par une société holding. Une société holding que je possédais. J'ai pris une dernière gorgée de mon café, sentant la tension s'enrouler dans mon estomac comme un ressort en acier. Combien de temps encore pourrais-je rester assis ici et les laisser me traiter comme un paysan dans mon propre royaume? Les rires dans la pièce se sont lentement éteints, remplacés par le léger bourdonnement des conversations secondaires alors que Marc passait à la diapositive suivante de sa présentation. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant le plafond. Le manque de respect n'était pas nouveau. C'était un lourd manteau familier que j'avais été forcé de porter depuis mon adolescence. Assis dans cette pièce, entouré de personnes qui me regardaient comme si j'étais une tache sur le blason familial, déclenchait toujours un flot de souvenirs que j'essayais généralement de garder enfouis. Mon esprit est revenu 12 ans en arrière. J'avais 20 ans, plein d'ambition et de graisse. J'avais trouvé un camion de service fiable d'occasion à vendre. Il coûtait $5000. Juste $5000 pour démarrer ma propre entreprise indépendante de réparation CVC. J'avais économisé $2000 en travaillant de nuit dans un entrepôt, mais j'avais besoin d'un petit prêt pour le reste. Je suis allé voir mon père. Je me tenais dans ce même bureau, tenant un plan d'affaires détaillé écrit à la main que j'avais passé des semaines à préparer. Papa avait à peine jeté un coup d'œil au papier. Il avait enlevé ses lunettes, frotté ses yeux et soupiré comme si ma simple présence était épuisante. Henri, avait-il dit, sa voix dégoulinant de condescendance. Tu n'as pas de vision. Réparer des climatiseurs, c'est un travail, pas une carrière. Ce n'est pas évolutif. Je ne vais pas gaspiller mon argent durement gagné dans un rêve chimérique qui te laissera te briser le dos pour des miettes. Sois réaliste. Je suis sorti de la pièce avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. J'ai fini par travailler des doubles quarts pendant encore 1 an pour acheter ce camion en espèces. Exactement une semaine après que papa m'ait refusé mon prêt de $5000, il a fait un chèque de $100 000 pour payer le programme de master de Marc. Payé en totalité. Aucune question posée. Aucun plan d'affaires requis. Marc était l'enfant prodige. Il avait le bon sourire, le bon vocabulaire, les bons passe-temps coûteux. J'étais juste le travailleur invisible au sous-sol. Et en parlant de sous-sol, c'est là que ma véritable éducation s'est déroulée. Pendant que Marc était au country club tous les dimanches à boire des mimosas et à réseauter avec les amis riches de papa, j'étais sous la maison à réparer des tuyaux qui fuyaient et à recabler de vieilles boîtes électriques pour mon grand-père, Alain. Grand-père Alain était le véritable fondateur de la fortune Morrison. C'était un homme dur et silencieux qui avait fait fortune dans la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans les années 70. Tous les autres membres de la famille avaient peur de lui, mais je l'aimais bien. Il ne se souciait pas des costumes sur mesure ou des diplômes fantaisistes. Il se souciait du travail acharné et de la logique. Un dimanche, après avoir passé 4 heures à réparer une chaudière cassée dans sa cave, couvert de suie et de sueur, grand-père Alain m'a tendu une bière fraîche et une épaisse pile de papier. C'était un bilan d'entreprise. Tu veux savoir comment le monde fonctionne vraiment, mon garçon? Grand-père avait râlé, pointant un doigt épais et caleux vers les chiffres. Tu ne l'apprends pas au country club. Tu l'apprends en lisant la dure vérité derrière les chiffres. Pendant les 6 années suivantes, tous les dimanches, pendant que le reste de la famille bavardait à l'étage, grand-père Alain et moi étions assis dans ce sous-sol poussiéreux. Il m'a appris à lire des états financiers complexes. Il m'a appris à identifier les dettes toxiques. Il m'a enseigné la psychologie brutale des cycles de marché, comment la peur et la cupidité déplaçaient des millions de dollars en quelques secondes. Il me testait constamment. Il était implacable. Il a vu un esprit qui fonctionnait sur une logique pure et non filtrée. Un esprit qui n'était pas distrait par les ordures brillantes et superficielles qui obsédaient mon frère et mon père. Marc n'a jamais su pour ses leçons. Marc ne savait que manipuler les gens. Comme la fois où il est venu dans mon petit appartement exigu il y a 5 ans, il était désespéré. Il avait maximisé ses cartes de crédit en essayant de maintenir son faux train de vie de balègue et avait besoin d'acheter une bague de fiançailles pour sa petite amie de l'époque. Il m'a supplié de lui prêter $2000. Il a juré sur sa vie qu'il me rembourserait avec son prochain bonus. Je lui ai donné l'argent de mon fonds de réparation d'urgence.
6 mois plus tard, lorsque les fiançailles ont échoué, je lui ai demandé l'argent en retour. J'en avais besoin pour remplacer un compresseur cassé dans mon camion de travail. Marc s'était contenté de rire à mon nez. Il était là, tenant un verre de scotch cher, et m'a dit, « Allons, Henri. Tu gagnes un salaire horaire. À quoi as-tu besoin de 2000 balles ? J'ai besoin de maintenir mon image dans le secteur financier. Tu es un mécanicien. Prends juste quelques quarts de travail supplémentaires le week-end. Ce n'est pas grave. » Il ne m'a jamais remboursé un seul sou. Je me suis extrait des douloureux souvenirs et me suis reconcentré sur le présent. Marc continuait de pérorer au devant de la salle, pointant un graphique circulaire. Donc, sur la base de mon analyse, nous allons fortement augmenter nos positions dans le secteur technologique international. C'est une décision audacieuse, mais en tant que voix principale de ce fonds, je suis convaincu qu'elle rapportera des rendements massifs. Avez-vous déjà été l'enfant oublié ? Celui qui doit toujours se battre et se démener pour chaque opportunité, tandis que vos frères et sœurs reçoivent le monde sur un plateau d'argent ? Si vous comprenez cette frustration brûlante, cliquez sur le bouton d'abonnement et aimez cette vidéo pour voir exactement comment je récupère tout ce qui est à moi. Maintenant, revenons au petit spectacle pathétique de Marc. Je l'ai regardé se prélasser dans l'adoration de la pièce. Mon père le regardait avec des larmes de fierté dans les yeux. C'était écœurant. Il croyait vraiment que Marc était l'architecte de leur vie luxueuse. Il croyait vraiment que je n'étais rien de plus qu'un paysan autorisé à s'asseoir à la table du roi par pure pitié. J'ai frotté ma mâchoire, sentant la barbe rugueuse. J'avais passé des années à me cacher dans l'ombre, tenant ma promesse à grand-père Alain de protéger la richesse et de ne pas la laisser détruire l'éthique de travail de la famille. Mais en regardant la cupidité et l'arrogance pure qui émanaient de mon frère, j'ai commencé à me demander si la stratégie de grand-père était erronée. Peut-être que les protéger était une erreur. Peut-être qu'ils devaient être brûlés par la vérité. Combien d'insultes devais-je encore avaler avant que le poison ne me rende finalement malade ? La réunion s'est éternisée. L'air dans le bureau semblait lourd, suffocant. Je voulais juste partir, retourner à mon camion et me mettre sous le capot d'une machine qui avait du sens. Les machines ne vous mentent pas. Les machines n'essaient pas de vous faire sentir petit pour qu'elles puissent se sentir grandes. Alors, avant de conclure l'aperçu général, ma cousine Delphine a pris la parole, levant la main comme une écolière impatiente. Sa voix était perçante, traversant le faible murmure de la pièce. Je veux parler du voyage en famille à Aspen cet hiver. Nous devons finaliser les chalets et les forfaits de ski. Papa a hoché la tête avec enthousiasme. Oui, excellent point, Delphine. Il est important de maintenir nos traditions familiales. Les pentes d'Aspen sont magnifiques en décembre. Delphine s'est tournée sur sa chaise, ses yeux se fixant sur moi avec un éclat prédateur. Elle avait un sac de Marc posé sur ses genoux qui coûtait plus que mon premier camion. Eh bien, oncle Thomas, tout le monde a déjà versé sa part pour les réservations. Tout le monde sauf Henri, c'est-à-dire. La pièce est devenue inconfortablement silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers mon coin. Viens-tu cette année, Henri ? A demandé Delphine, sa voix dégoulinante de fausse inquiétude. Ou le voyage est-il un peu trop cher pour toi encore ? Parce que si tu as du mal à payer ton loyer ce mois-ci, quelques-uns d'entre nous, cousins, en parlaient et nous pourrions facilement créer une petite page GoFundMe pour toi juste pour t'aider. Quelques ricanements ont éclaté dans la pièce. Ma tante Blanche a froncé les sourcils mais n'a rien dit. Papa a soupiré lourdement, se pinçant l'arête du nez comme si j'étais une déception massive qu'il était forcé d'endurer. Henri, a dit papa, son ton bas et condescendant qu'il utilisait toujours pour paraître un sage patriarche. Si tu ne peux pas te permettre le voyage, dis-le. Il n'y a pas de honte. Nous savons que ta petite entreprise a des marges serrées. Mais tu dois communiquer pour que Delphine puisse finaliser le nombre de personnes pour le chef privé. J'ai regardé Delphine, puis mon père. Mon visage était un masque de pierre froide. Je ne vais pas à Aspen, ai-je dit, gardant ma voix parfaitement stable. J'ai un emploi du temps très chargé cette semaine-là. Marc a ri depuis le devant de la pièce, right ? Le nettoyage d'urgence des conduits n'attend pas la saison de ski. C'est bon, Delphine. Enlève-le juste de la liste. Nous lui enverrons une carte postale de la montagne. L'humiliation flottait dans l'air, épaisse et amère. Il pensait que j'étais pauvre. Il pensait que j'étais endetté.
J'ai lentement sorti mon téléphone de ma poche et j'ai regardé l'écran sous la table. Il y avait un message texte de mon contremaître, Nicolas. Il disait, « Chef, on vient d'avoir les signatures sur le nouveau contrat commercial pour le parc technologique. 1 200 000 $ bloqués pour l'année. Excellent travail sur les négociations. » J'ai fait glisser la notification. Juste en dessous, il y avait une alerte de mon application bancaire privée. L'écran sécurisé s'est allumé, affichant le solde de trésorerie liquide actuel de mon compte courant personnel, complètement séparé des fonds d'investissement. 45 millions de $. J'ai fixé les chiffres. 45 millions de $ en argent liquide pur et non grevé. Je pourrais acheter toute la station de ski d'Aspen, la brûler jusqu'aux fondations, et avoir encore assez d'argent pour acheter la vie de Delphine 100 fois. Pourtant, j'étais assis ici dans une chemise usée, laissant un groupe de parasites financiers se moquer de moi parce que j'étais fauché. L'ironie était si forte qu'elle me faisait physiquement mal. Très bien, passons aux choses sérieuses, Marc a applaudi, ramenant l'attention de la salle sur lui. Il a cliqué sur une nouvelle diapositive. Un graphique massif en forte hausse est apparu à l'écran. Maintenant, je veux souligner une brillante initiative que mon équipe et moi avons prise le mois dernier. Nous avons identifié une énorme opportunité de croissance dans une action de technologie médicale appelée Bioal Dynamics. Nous y avons investi massivement et, comme vous pouvez le voir, notre stratégie agressive a porté ses fruits. L'action a bondi de 40% en 3 semaines. Mes yeux se sont rétrécis. Je me suis légèrement penché en avant, étudiant le graphique sur l'écran de 85 pouces. Les chiffres que Marc présentait étaient complètement faux. Je savais qu'ils étaient faux parce que c'est moi qui avais analysé Bioal Dynamics. C'était une entreprise minable basée sur de faux essais cliniques. Il y a 3 semaines, j'avais donné l'instruction au véritable gestionnaire de fonds de liquider chaque action que nous avions accidentellement héritée d'une fusion précédente et d'initier immédiatement une position courte massive contre elle. Marc ne nous faisait pas gagner d'argent sur Bioal Dynamics. Il présentait des chiffres trafiqués pour se faire passer pour un visionnaire, cachant le fait que sa stratégie aurait coûté des millions à la famille si je n'avais pas déjà parié contre la société. Il était là, mentant à travers ses dents parfaitement plaquées, s'attirant les applaudissements pour une victoire qui n'existait pas, tout en essayant de me pousser, moi, le véritable architecte de la richesse, hors de la pièce. Un calme froid et dangereux a envahi mon cerveau. La colère a cessé de brûler et s'est transformée en glace. Marc se noyait joyeusement dans l'admiration de notre famille ignorante. C'était l'enfant prodige. C'était le magicien de la finance. Mais il n'avait absolument aucune idée qu'un simple message texte de 3 lignes du véritable gestionnaire de fortune était sur le point d'arriver sur mon téléphone. Un message qui allait prendre son empire fragile et illusoire et le jeter directement dans une déchiqueteuse. Jusqu'où était-il prêt à aller pour maintenir son illusion? L'air de la pièce était épais et suffocant, comme les moments juste avant qu'un orage massif n'éclate. Marc faisait les 100 pas au-devant de la pièce, son ego grandissant à chaque pas. Donc, revenons à ma proposition antérieure concernant le système d'accès à plusieurs niveaux, a dit Marc, ajustant sa cravate coûteuse. Je pense que nous devons officialiser cela aujourd'hui. Désormais, le groupe d'investissement familial Morrison restreindra les rapports financiers détaillés, les droits de vote stratégiques et l'accès direct aux gestionnaires de fonds aux seuls membres de niveau 1. Ma tante Blanche a repris la parole, la voix tendue. Et le niveau 1, ce n'est que toi et ton père et toute autre personne qui peut prouver qu'elle possède les connaissances institutionnelles pour gérer des actifs complexes. Marc a répondu avec aisance, bien que ses yeux soient froids. Mais soyons honnêtes, tante Blanche. La plupart des gens dans cette pièce ne savent pas lire un bilan. Donner à tout le monde accès aux données brutes ne fait que créer de la confusion et ralentir le processus de prise de décision. Nous avons besoin d'agilité sur le marché actuel. Oncle Thierry, un homme qui n'avait pas eu de vrai travail depuis 20 ans grâce à ses dividendes trimestriels, a hoché la tête vigoureusement. Je suis d'accord avec Marc. Je ne veux pas regarder des feuilles de calcul. Je veux juste savoir que mes chèques passeront. Si restreindre l'accès rend le fonds plus efficace, faites-le. Je suis content que vous soyez d'accord, Thierry, a dit mon père, se levant pour se tenir épaule contre épaule avec Marc. Il avait l'air incroyablement fier. Cette richesse familiale est un héritage. Nous ne pouvons pas la risquer en laissant des opinions non éduquées diriger le navire. Le système à plusieurs niveaux nous protège de nous-mêmes. Il garde les amateurs hors du cockpit.
Papa m'a regardé directement quand il a prononcé le mot « amateur ». Henri, a dit papa, sa voix tombant dans ce ton condescendant familier qu'il utilisait toujours pour paraître un sage patriarche. Toi, tu te concentres juste sur ton entreprise de chauffage et de climatisation, mon fils. Garde la tête basse et fais du bon travail honnête et laisse ton frère faire le gros du travail ici. Ces chiffres de plusieurs millions de dollars, ils sont juste trop stressants, trop loin de ton domaine de compétence. Tu n'as pas besoin de te charger de choses que tu ne comprends pas. J'ai serré le bord de la table en acajou. Mes phalanges sont devenues blanches. Le poids psychologique du moment était presque insupportable. Je regardais une pièce pleine de gens qui vivaient littéralement de mon sang, de ma sueur et de mon intellect. Chaque voiture de luxe garée dans l'allée à l'extérieur, chaque frais de scolarité d'école privée pour les nièces et neveux, chaque robe de créateur et vacances exotiques. Tout cela était financé par les dividendes que j'autorisais volontairement chaque trimestre. C'est moi qui tirais les ficelles depuis l'ombre, m'assurant qu'ils n'auraient jamais à affronter la dure réalité du monde réel. Et leur gratitude était de me traiter comme un chien errant à qui l'on jette parfois des restes de table. Ils voulaient me verrouiller hors de ma propre maison. Marc voulait construire un mur autour de l'argent pour le protéger de la personne même qui le possédait. L'arrogance était si aveugle, si complète, qu'elle en était presque belle d'une manière tordue. Mettons ça aux voix, alors, a annoncé Marc avec confiance. Tous ceux qui sont favorables à la mise en œuvre du système d'accès à plusieurs niveaux et à la restriction des données du fonds aux seuls membres de niveau 1, levez la main. Sans hésitation, la main de papa s'est levée. La main de Delphine s'est levée. Oncle Thierry a levé la sienne. Un par un, presque tous les adultes présents dans la pièce ont levé la main. Ils votaient avec empressement pour abandonner leur visibilité financière à un homme qui leur mentait activement sur leurs investissements. Ils votaient pour faire confiance aveuglément à l'enfant prodige. Mes mains sont restées à plat sur la table. Excellent, Marc a souri, un sourire de triomphe et de graisse se répandant sur son visage. La motion est adoptée, avec effet immédiat. J'instruirai la société de gestion de patrimoine de restreindre tout accès au portail. Les autres recevront un résumé simplifié d'une page à la fin de l'année. Il m'a regardé, ses yeux pleins d'une victoire malveillante. Ne t'inquiète pas, Henri. Ton petit chèque d'allocation arrivera toujours par la poste. Tu pourras l'utiliser pour t'acheter de nouvelles bottes de travail. Celles-là ont l'air de tomber en morceaux. Delphine a ricané. Papa a offert un petit hochement de tête pathétique et compatissant. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je suis resté assis là en silence, laissant le poids pur de leur trahison s'ancrer dans mes os. Grand-père Alain m'avait dit que l'argent révélerait le vrai caractère de cette famille. Il m'avait supplié de garder la vérité cachée pour qu'il ne se déchire pas pour l'héritage. Mais en regardant le visage suffisant de marquer le hochement de tête complice de mon père, j'ai réalisé que grand-père avait tort sur une chose. L'argent ne les avait pas corrompus. Il avait juste exposé la pourriture qui était déjà là. J'ai pris une profonde et lente inspiration. La décision était prise. Les murs de protection que j'avais bâtis autour de cette famille allaient s'écrouler aujourd'hui. Je n'allais plus être le simple ouvrier invisible. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche pour parler, mon téléphone, posé sur ma jambe, s'est mis à vibrer violemment. Pas un simple buzz. C'était une succession rapide et frénétique de notifications. Quelqu'un paniquait. J'ai discrètement incliné l'écran de mon téléphone loin de Delphine, qui était assise 2 sièges plus loin et essayait de fouiller dans mes affaires. J'ai tapé sur l'écran pour le réactiver. Il y avait 3 messages textes urgents de Camille. Camille était le directeur général senior de Vanguard Elite Capital, la gigantesque société institutionnelle qui gérait réellement la fortune Morrison. Camille était un requin en costume sur mesure, un homme qui gérait des milliards de dollars et intimidait les dirigeants de Wall Street pour le plaisir. Il ne paniquait pas. Il n'envoyait pas de texte rapide à moins que le ciel ne tombe. J'ai ouvert le premier message. Boss, la réunion trimestrielle est-elle toujours en cours? Êtes-vous en sécurité? J'ai froncé les sourcils, mon pouce planant au-dessus de l'écran. J'ai ouvert le deuxième message. Mark Morrison vient d'appeler ma ligne directe. Il exige une autorisation d'accès de niveau supérieur d'urgence pour contourner la période de rétention standard de 72 heures. Il tente de transférer 50 millions de dollars du fonds de liquidité principal vers une entreprise de capital investissement privé non enregistrée.
Mon cœur a cogné contre mes côtes. 50 millions de dollars. J'ai rapidement lu le troisième message. Il crie sur mon personnel. Il menace de me licencier et de résilier le contrat de la société si je n'autorise pas le virement immédiatement. Je tiens bon, mais il s'intensifie, j'attends vos ordres directs. J'ai fixé les lettres lumineuses sur mon écran. Les mots se sont brouillés un instant alors qu'une vague de rage pure et non filtrée m'envahissait. Ce n'était plus de l'arrogance. Ce n'était plus Marc essayant de faire le grand seigneur devant les tantes et les oncles. C'était du vol. Il essayait de contourner les protocoles de sécurité pour siphonner 50 millions de dollars de l'argent de la famille dans un trou noir, une entreprise de capital investissement que je n'avais pas examinée, que je n'avais pas approuvée, et dont je n'avais absolument aucune connaissance. Si Camille ne m'avait pas été explicitement loyal, s'il avait été assez fou pour croire à la fausse autorité de Marc, 50 millions de dollars se seraient évaporés dans l'air dans les 10 prochaines minutes. C'était assez d'argent pour les réserves liquides du fonds et pour mettre en péril l'avenir financier de toute la famille. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Marc se tenait au devant de la pièce, appuyé négligemment contre la table en acajou, l'air incroyablement satisfait de lui-même. Il plaisantait avec oncle Thierry sur les handicaps de golf, complètement inconscient du fait que je regardais actuellement la preuve numérique de sa tentative de trahison financière. Depuis combien de temps préparait-il cela ? Était-ce la vraie raison pour laquelle il avait tant insisté sur le système d'accès à plusieurs niveaux aujourd'hui ? Verrouiller tout le monde hors des données pour que personne ne voie le trou béant qu'il était sur le point de faire dans les comptes ? La rage en moi s'est cristallisée en quelque chose de froid, de coupant et de très dangereux. J'ai tapé une réponse à Camille, mes doigts filant sur l'écran avec une précision brutale. Refuser immédiatement la demande de virement. Bloquer tous les virements sortants. Préparer les documents du contrat maître original. Se préparer à se connecter au système de vidéoconférence à mon signal. J'ai appuyé sur envoyer. Camille a répondu 3 secondes plus tard. C'est fait. En attente. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Mes mains étaient parfaitement stables. Le temps de se cacher était révolu. Le temps de jouer le rôle de l'ouvrier pauvre et non éduqué pour protéger leurs fragiles égos était mort. Marc, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a traversé la pièce comme un coup de fusil. Le bavardage oisif s'est instantanément éteint. 30 têtes se sont tournées vers moi dans le coin arrière. Marc a cessé de sourire. Il a eu l'air agacé que le paysan prenne la parole hors de son tour. Oui, Henri. Vous avez besoin que je vous explique à nouveau ce qu'est un dividende ? J'ai ignoré les rires de Delphine. Je me suis lentement levé de ma chaise. Je l'ai poussé, les pieds en bois raclant le tapis coûteux. J'ai gardé mes yeux rivés directement sur le visage de mon frère. En fait, j'ai une question sur la structure globale du portefeuille, ai-je dit, ma voix résonnant légèrement dans le grand bureau, spécifiquement concernant nos protocoles de gestion des risques. Papa a soupiré bruyamment, levant les mains en signe d'exaspération. Henri, pour l'amour de Dieu, nous venons de voter là-dessus. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de la gestion des risques. C'est pourquoi Marc est en charge. Assieds-toi et arrête de perturber la réunion. Je ne me suis pas assis. Je n'ai même pas regardé mon père. J'ai gardé mon regard fixé sur Marc. Je suis juste curieux, Marc. J'ai fait un pas en avant, marchant vers le devant de la pièce. Tu as mentionné plus tôt que les investisseurs amateurs deviennent émotifs et prennent des décisions réactives. Mais toi, en tant que professionnel, tu te fies aux fondamentaux stricts du marché. C'est exact, a dit Marc, croisant les bras de manière défensive. Sa posture était arrogante, mais je pouvais voir une minuscule lueur d'incertitude dans ses yeux. Alors, ai-je poursuivi, ma voix douce et mortelle. Si nous nous basons sur les fondamentaux, j'aimerais que tu expliques la stratégie de couverture institutionnelle que tu as mise en œuvre pour protéger les allocations du secteur technologique contre les hausses de taux d'intérêt à venir. Quel est notre bêta de portefeuille actuel ? La pièce est devenue complètement silencieuse. Marc a cligné des yeux. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. La couleur a quitté son visage pendant une fraction de seconde avant que la rougeur de la colère ne prenne le dessus. Quoi ? Marc a bégayé. Je demande le coefficient bêta du fonds principal, ai-je dit, faisant un pas de plus. C'est une métrique de risque très basique. Si tu gères un demi-milliard de dollars,
tu devrais connaître ce chiffre par cœur. Est-il supérieur ou inférieur à 1,2 ? Marc a dégluti difficilement. Il a regardé autour de la pièce. Tout le monde le regardait, attendant que le brillant magicien de la finance écarte facilement la question du mécanicien stupide. Mais Marc n'avait rien. C'était un responsable des relations clients. Il cajolait les clients sur les terrains de golf. Il ne connaissait pas les chiffres. Le bêta du portefeuille. Marc a commencé, sa voix perdant son assurance. Il fluctue en fonction des conditions du marché, Henri. C'est un calcul algorithmique complexe que mon équipe surveille au bureau. Ce n'est pas quelque chose que je peux juste donner comme ça dans une conversation décontractée. C'est exactement quelque chose que tu devrais donner comme ça, ai-je rétorqué, ma voix montant juste d'une fraction, commandant l'espace. Mais simplifions-le pour toi. Parlons du taux de rendement interne des actifs immobiliers commerciaux que tu as tant loué il y a 10 minutes. Quel est le TRI projeté pour les 2 prochains trimestres ? Le visage de Marc devenait violet. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne fais que lancer des mots à la mode que tu as entendus aux informations pour essayer d'avoir l'air intelligent. Je te pose des questions de base sur le fonds que tu prétends gérer, ai-je dit, me tenant à seulement 5 pieds de lui maintenant. Je te demande de prouver pourquoi tu mérites d'être de niveau 1 tout en essayant d'enfermer le reste de ta famille dans l'obscurité. Comment un gars en chemise en flanelle sale a-t-il pu acculer un directeur de Wall Street devant toute sa famille ? La tension dans le bureau était si épaisse qu'on pouvait s'y étouffer. Mon père s'est levé, le visage rouge de colère, me pointant du doigt d'un doigt tremblant. Henry Morrison, tu t'assois tout de suite, a rugi papa. Comment oses-tu manquer de respect à ton frère comme ça ? Il a un master. Il travaille dans un gratte-ciel du centre-ville. Tu répares des climatiseurs. Tu ne sais absolument rien de la finance. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec Marc. Il respirait lourdement. Ses mains étaient serrées en poing sur les côtés. L'illusion de sa supériorité se fissurait et il était terrifié. Je répare peut-être des climatiseurs, papa, ai-je dit calmement sans le regarder, mais j'en sais assez pour savoir quand quelqu'un ment. Je ne mens pas, a craché Marc, faisant un pas vers moi, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Je gère ce fonds. Je suis la raison pour laquelle ces gens ont de l'argent. Ah oui, ai-je défié, ma voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. Alors explique la diapositive Bioal Dynamics que tu viens de montrer à tout le monde. Marc s'est figé. Quoi à ce sujet ? Nous avons fait un rendement de 40%. Non, je l'ai corrigé, secouant lentement la tête. L'action a bondi de 40%. Mais le fonds n'a pas gagné un sou de ce mouvement à la hausse parce que le fonds détenait une position courte massive contre Bioal Dynamics. Nous avons parié contre elle. Un murmure de confusion a parcouru la famille. Oncle Thierry s'est penché en avant, l'air déconcerté. Qu'est-ce que ça veut dire, Henri ? Qu'est-ce qu'une position courte ? Ça veut dire, oncle Thierry, ai-je dit, gardant mes yeux rivés sur Marc, que si le fonds avait réellement fait ce que Marc vient de prétendre, nous aurions perdu des millions de dollars. Mais nous ne l'avons pas fait parce que celui qui gère réellement le fonds savait que BioAlt était une arnaque et a pris une position courte avant que l'action ne s'effondre inévitablement la semaine dernière. La mâchoire de Marc s'est contractée. La panique dans ses yeux était indéniable maintenant. Il venait de sortir un graphique boursier réussi au hasard pour se faire bien voir, complètement inconscient des transactions réelles exécutées dans les comptes privés de la famille. Tu inventes tout ça, a crié Marc, une veine palpitant sur son front. Tu n'as pas accès aux journaux de transactions. Tu es un perdant de la classe ouvrière qui essaie de faire une scène parce que tu es jaloux. Je ne suis pas jaloux, Marc, ai-je dit. Ma voix était complètement impassible. Je suis dégoûté. Tu te tiens ici avec ta coupe de cheveux à $300 et ton costume sur mesure et tu exiges le respect. Tu exiges que la famille t'abandonne sa transparence financière. Tu me traites d'amateur, mais tu ne sais même pas ce qu'il y a dans le portefeuille que tu prétends gérer. Marc s'est jeté en avant, me saisissant par le col de ma chemise en flanelle. Il était frénétique, son personnage soigneusement construit se brisant en 1000 morceaux. Écoute-moi bien, espèce de déchet, Marc a sifflé, sa salive me frappant la joue. Je suis le directeur. J'ai l'autorité. Je prends les décisions. Tu n'es rien. Tu es un mécanicien qui va être pauvre pour le reste de sa misérable vie. Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai pas repoussé.
J'ai juste regardé ses mains parfaitement manucurées serrer ma chemise. Si tu es le directeur, Marc, ai-je dit calmement, le son portant dans la pièce plongée dans un silence de mort. Alors pourquoi Vanguard Elite Capital vient-il de rejeter ta demande de virement d'urgence de 50 millions de dollars? Marc a lâché ma chemise comme si elle avait soudainement pris feu. Il a reculé d'un pas, son visage se vidant de tout sang, devenant d'un blanc fantomatique et maladif. Sa bouche est restée ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Le silence dans la pièce était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis épais. 50 millions de dollars, a chuchoté papa, sa voix tremblante. Marc, de quoi parle-t-il? Marc a regardé autour de la pièce comme un animal pris au piège. Il a regardé papa, puis Delphine, puis l'écran de 85 pouces, et enfin de nouveau moi. La terreur pure dans ses yeux était belle à voir. Comment? Comment sais-tu ça? A balbutié Marc, sa voix se brisant. Parce que, ai-je dit, fouillant dans ma poche et sortant mon téléphone. Le vrai gestionnaire de fortune a demandé ma permission avant de te dire d'aller te faire voir. Quand un hypocrite est acculé, il perd son masque d'élégance. Pouvez-vous deviner ce que Marc est sur le point de faire pour sauver la face? La vérité sur la somme d'un demi-milliard de dollars est sur le point d'être révélée. L'air dans le bureau s'est transformé en un vide. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Marc est resté figé au devant de la pièce, fixant mon téléphone comme si c'était un serpent venimeux sur le point de lui mordre la gorge. L'armure arrogante et invincible qu'il avait portée pendant les 4 dernières années se dissolvait sous mes yeux, ne laissant derrière elle qu'un homme terrifié et pathétique qui réalisa soudain qu'il se tenait sur une trappe. Papa a été le premier à briser le silence paralysant. Il a repoussé sa lourde chaise, les pieds en bois raclant violemment le sol. Henri, a-t-il aboyé, bien que sa voix manquât de son autorité habituelle. Elle sonnait fine, ébranlée. Range ce téléphone tout de suite. Je ne sais pas quelle sorte de blague malade tu fais, mais tu fais honte à cette famille. Tu fais honte à ton frère. Arrête ces bêtises et assieds-toi avant que je ne te fasse sortir de cette maison. Je ne me suis pas assis. Je n'ai même pas bronché. J'ai juste regardé mon père, observant son visage rouge et ses mains tremblantes. Tu ne peux pas me faire sortir de cette maison, papa, ai-je dit, ma voix étrangement calme, coupant sa panique, parce que c'est moi qui paie les impôts fonciers dessus. Chaque année. Un soupir collectif a résonné autour de la table en acajou. Tante Blanche a couvert sa bouche de sa main, les yeux grands ouverts. Delphine avait l'air d'avoir reçu une gifle. Tu es fou, a chuchoté Marc, sa voix tremblant de manière incontrôlable. Il a reculé d'un pas, heurtant le grand écran de projecteur affichant ses faux graphiques financiers. Tu ne possèdes rien. Tu es un mécanicien. Je n'ai pas pris la peine de discuter avec lui. Discuter avec un narcissique, c'est comme essayer de vider l'océan avec une cuillère à fente. Au lieu de cela, j'ai déverrouillé mon téléphone, suis allé dans mes contacts et j'ai tapé le nom de Camille. J'ai appuyé sur l'icône du haut-parleur et j'ai posé l'appareil à plat au centre de la table polie, juste à côté du verre de scotch intact de papa. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. Monsieur Morrison, la voix nette et autoritaire de Camille a rempli la pièce. La qualité audio était impeccable, diffusant son baryton profond et professionnel aux 30 membres de ma famille. Êtes-vous en sécurité? Je suis en sécurité, Camille, ai-je dit, me penchant sur la table. Vous êtes en haut-parleur avec l'ensemble du groupe d'investissement familial Morrison. Mon frère Marc semble avoir l'impression d'être le directeur de ce fonds. Il semble également penser qu'il a l'autorité de contourner nos protocoles de sécurité et de transférer 50 millions de dollars vers une entreprise de capital investissement privé non vérifiée. Camille a laissé échapper un rire sec et sans humour qui m'a donné des frissons dans le dos. C'est incroyablement amusant, monsieur. Dois-je clarifier la structure de gestion pour la salle? Veuillez le faire, ai-je répondu, croisant les bras et fixant directement les yeux terrifiés de Marc. Certainement, a dit Camille, son ton passant à un professionnalisme pur et mortel. Le portefeuille de patrimoine Morrison, actuellement évalué à un peu plus de 500 millions de dollars, est géré exclusivement par Vanguard Elite Capital. Nous opérons sous un contrat strict et inébranlable établi il y a 6 ans. Le seul bénéficiaire, le seul signataire et le seul individu sur cette terre ayant l'autorité légale d'exécuter des transactions, d'autoriser des virements ou de dicter l'allocation d'actifs est monsieur Henry Morrison. Les jambes de papa ont flanché.
Il s'est littéralement effondré sur sa chaise, renversant son verre de scotch en cristal. Le liquide ambré s'est répandu sur la table en acajou, dégoulinant sur le tapis coûteux, mais personne n'y a même jeté un coup d'œil. C'est impossible, a haleté papa, serrant sa poitrine. Il fixait le téléphone comme si c'était un artefact extraterrestre. La fiducie. La fiducie familiale. Il n'y a pas de fiducie familiale, Thomas, a déclaré Camille froidement, s'adressant à mon père par son prénom. La fiducie a été légalement dissoute il y a 6 ans lors du décès d'Alain Morrison. Les actifs ont été reconstitués en un portefeuille géré individuellement selon les instructions explicites de feu Monsieur Morrison. Le visage de Marc était passé de pâle à une teinte grisâtre et maladive. Il serrait le bord du pupitre de présentation si fort que ses phalanges étaient entièrement blanches. Non, a-t-il bégayé, secouant frénétiquement la tête. Non, je suis le responsable des relations clients. J'ai les diplômes. J'ai le master. Il répare des climatiseurs. C'est une arnaque. Henri paie ce type pour mentir. Monsieur Marc Morrison, la voix de Camille est tombée de 10 degrés, gelant la pièce. Je suis le directeur général senior de Vanguard Elite Capital. Je gère 40 milliards de dollars d'actifs institutionnels. Si jamais vous m'accusez de participer à une combine frauduleuse à nouveau, mon équipe juridique vous enterrera si profondément que vous ne verrez pas la lumière du jour avant votre prochaine vie. Marc a reculé, se recroquevillant physiquement contre le mur. Le poids autoritaire des mots de Camille était indéniable. De plus, Camille a continué, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, que le procès-verbal montre que plus tôt cet après-midi, Marc Morrison a tenté d'usurper l'identité d'un signataire autorisé pour exécuter un virement bancaire de 50 millions de dollars. Lorsque mon personnel a refusé la demande, il est devenu verbalement abusif et a menacé de résilier notre contrat, un contrat auquel il n'a manifestement aucune connexion légale. J'ai regardé autour de la table. Les expressions de mes membres de ma famille étaient inestimables. Les tantes et les oncles qui s'étaient moqués de mes bottes, les cousins qui avaient ri de mon camion me regardaient tous avec un mélange d'horreur pure et de profonde confusion. Je n'étais plus le simple ouvrier invisible. J'étais le prédateur alpha dans la pièce et ils venaient de réaliser qu'ils étaient enfermés dans la cage avec moi. Merci, Camille, ai-je dit doucement. Tenez-vous prêts. Nous pourrions avoir besoin de discuter des implications juridiques de cette tentative de virement dans un instant. Je me tiens prêt, monsieur, a répondu Camille. La ligne est devenue silencieuse mais est restée active. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé Marc. Il ressemblait à un homme à qui on venait de dire que son parachute était rempli de linge sale. Sa respiration était superficielle, rapide. Le costume Zegna coûteux lui semblait soudain 3 tailles trop grand. Mais ce n'était pas le pire pour Marc, car ce que j'étais sur le point de révéler à propos de ces 50 millions de dollars allait le placer directement sous le radar du FBI. Le silence qui a suivi la déclaration de Camille était suffocant. Personne n'osait respirer trop fort. Papa était affalé sur sa chaise, ses mains tremblantes alors qu'il fixait le scotch renversé. Il a lentement levé la tête, me regardant avec des yeux entièrement creux. Le testament, a chuchoté papa, sa voix craquant. Le testament de grand-père Alain. Il disait que l'argent était pour la famille. Il disait que l'héritage devait être partagé. Il disait exactement ce que grand-père voulait qu'il dise, ai-je répondu, ma voix stable et dénuée de toute sympathie. Il t'a laissé les centres commerciaux du côté sud, papa. Il valait environ 12 millions de dollars à l'époque. Il a laissé à Marc un petit fonds de fiducie verrouillé. Il a laissé diverses sommes plus petites aux tantes et aux oncles, mais il a laissé le portefeuille principal, les actifs liquides massifs, les actions, les obligations, les participations corporatives. Il m'a laissé chaque centime. Pourquoi, a éclaté Delphine, sa voix stridente et paniquée. Elle serrait son sac de marque coûteux comme une bouée de sauvetage. Pourquoi laisserait-il 500 millions de dollars aux mécaniciens et nous ignorerait-il, nous, les autres? Ça n'a aucun sens. J'ai tourné mon regard vers Delphine, la faisant tressaillir, parce que j'étais la seule à vouloir vraiment apprendre comment la machine fonctionnait. Delphine, pendant que Marc dépensait l'argent de papa pour les cotisations de fraternité, et que tu épuisais les cartes de crédit en Europe, j'étais assis dans le sous-sol poussiéreux de grand-père tous les dimanches. J'ai appris à lire un bilan. J'ai appris la réalité brutale des cycles de marché. Grand-père savait que s'il laissait la richesse principale à cette pièce,
vous la gaspillerez en voitures de luxe, en mauvais investissements et en ego gonflé. En une décennie. Il m'a fait confiance pour la protéger, ai-je continué, ma voix résonnant sur les murs lambrissés. Il m'a fait promettre de garder le silence. Il a dit que la richesse soudaine pourrirait cette famille de l'intérieur. Il voulait que vous construisiez tous votre propre succès, que vous ayez une raison de vous lever et de travailler. Mais nous recevons des chèques, a interjeté oncle Thierry, l'air incroyablement confus. Son visage était rouge, suant abondamment. Chaque trimestre, nous recevons les chèques de dividendes du groupe d'investissement familial Morrison. Si la fiducie a été dissoute, d'où vient cet argent? J'ai regardé oncle Thierry, puis j'ai balayé du regard les visages de mes proches. J'ai laissé le silence s'étirer un long et douloureux instant avant de lâcher la bombe. Il n'y a pas de groupe d'investissement familial Morrison, ai-je dit doucement. C'est juste une fausse LLC que j'ai créée pour que vous vous sentiez tous mieux. L'argent que vous recevez chaque trimestre, l'argent qui paie vos abonnements au country club, vos voyages de ski à Aspen et vos locations de luxe. J'ai fait une pause, pointant un doigt directement vers la poitrine de Marc. L'argent qui paie le loyer de ta Porsche ridicule, Marc, ce n'est pas l'argent de la famille. C'est mon argent. Delphine a haleté, laissant tomber son sac de créateur au sol. Tous les 3 mois, j'ai continué, la vérité me sortant enfin comme une digue brisée. Je prends une fraction des bénéfices que je génère avec mes transactions, et je la distribue volontairement à vous tous. Je paie pour vos vies de ma propre poche depuis 6 ans. Je vous ai laissé croire que Marc était le génie derrière tout ça parce que je ne voulais pas l'attention. Je ne voulais pas la gratitude. Je voulais juste réparer mes climatiseurs en paix et m'assurer que ma famille était à l'aise. Et comment me remerciez-vous? Ai-je demandé, ma voix montant finalement, la colère perçant la façade froide. Vous vous moquez de mes vêtements. Vous insultez mon intelligence. Vous me traitez comme une maladie que vous devez tolérer à Thanksgiving. Vous avez littéralement voté pour me bloquer l'accès à mes propres rapports financiers. Papa a enfoui son visage dans ses mains. Un sanglot bas et pathétique lui a échappé de la gorge. Tante Blanche essuyait tranquillement des larmes de ses yeux, secouant la tête avec incrédulité. Mais la vraie tragédie ici, ai-je dit, revenant à mon frère, qui fondait pratiquement contre le mur, c'est ce que Marc a essayé de faire aujourd'hui. Marc a tressailli. J'essayais de sécuriser un actif à haut rendement, a-t-il balbutié, sa voix pathétique et faible. C'était une entreprise de capital investissement, l'immobilier à Dubaï. Elle garantissait un rendement de 35% en 6 mois. J'essayais de nous rendre plus riches, Henri, je le jure devant Dieu. J'ai laissé échapper un rire dur et amer. Camille, es-tu toujours là? Oui, monsieur, la voix de Camille a bourdonné à travers le haut-parleur. Dites à mon brillant et sophistiqué frère ce qu'il en est de l'entreprise de Dubaï vers laquelle il a essayé de transférer 50 millions de dollars. Mon équipe de conformité a effectué une vérification préliminaire des numéros de routage fournis par Marc Morrison, a déclaré Camille, sa voix empreinte de dégoût professionnel. Le compte bénéficiaire est signalé par Interpol et la Security and Exchange Commission. C'est un schéma de Ponzi classique, opéré via des groupes WhatsApp cryptés et des sociétés écrans offshore. Il n'y a pas d'actifs immobiliers. Il n'y a pas de bilan vérifié. C'est un trou noir conçu pour voler le capital d'investisseurs arrogants et non éduqués qui pensent pouvoir battre le marché avec des tuyaux d'initiés. La pièce a éclaté en halètements horrifiés. Si mon équipe avait exécuté ce virement, Camille a terminé impitoyablement, 50 millions de dollars de vos réserves liquides se seraient évaporés dans l'air en 30 secondes. C'est irrécupérable. Les genoux de Marc ont fléchi. Il a glissé le long du mur et a frappé le sol, assis là dans son costume sur mesure, ressemblant à une poupée de porcelaine brisée. Il n'avait pas seulement essayé de voler l'autorité. Il avait failli détruire une énorme partie de la fortune que j'avais passé des années à protéger. Tu allais jeter 50 millions de dollars dans une arnaque WhatsApp, ai-je dit, le regardant avec un pur dégoût. Tu voulais tellement être le héros. Tu voulais désespérément la validation que tu t'es aveuglé face aux drapeaux rouges les plus évidents du monde financier. Tu n'es pas un professionnel, Marc. Tu es une cible. J'ai regardé autour de la pièce les visages pâles et terrifiés de ma famille. Le jeu était incontestablement terminé. Marc était assis par terre, respirant par rapides et courtes bouffées. Ses yeux parcouraient frénétiquement la pièce, cherchant une bouée de sauvetage. Une excuse, une échappatoire, n'importe quoi pour sauver les restes brisés de son ego.
Non, a-t-il chuchoté, se levant péniblement, bien que ses jambes tremblaient visiblement. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. C'est illégal. Tu ne peux pas juste thésauriser la richesse familiale. Il y a des lois sur les procurations. Je suis le responsable des relations enregistrées auprès de ma firme. J'ai une position fiduciaire. Je peux contester la dissolution de la fiducie. Papa, dis-lui que nous pouvons le poursuivre en justice et remettre l'argent sous une gestion appropriée. Papa a levé les yeux injectés de sang, mais il n'a pas dit un mot. Il était trop brisé pour se battre. Marc s'accrochait à des chimères, essayant d'utiliser des mots juridiques qu'il comprenait à peine pour m'intimider. Il pensait toujours pouvoir déjouer le mécanicien de la classe ouvrière. Position fiduciaire, ai-je répété, haussant un sourcil. C'est un très grand mot, Marc. Puisque tu es si friand de l'égalité, parlons à mon avocat. J'ai tapé sur l'écran de mon téléphone, mis Camille en attente et fusionné un deuxième appel que j'avais préarrangé avant d'entrer dans la maison aujourd'hui. La ligne a sonné brièvement avant qu'une voix douce et incroyablement confiante ne réponde. « Salut, mon ami. »« Bon après-midi », a dit la voix à travers le haut-parleur. « Bon après-midi, René », ai-je répondu, m'appuyant sur le bord de la table en acajou. « Je suis ici avec la famille. Marc menace actuellement de me poursuivre en justice pour la propriété du portefeuille. Il semble aussi penser que sa position dans sa société de gestion de fortune lui confère une sorte de levier légal sur mes actifs. » Il y a eu une pause sur la ligne, suivie d'un soupir lourd et déçu. « Marc », a dit René, sa voix résonnant dans le bureau. « C'est vrai ? Tu menaces mon client ?» Marc s'est figé. La petite parcelle de défi qui lui restait s'est évaporée instantanément. Il a reconnu la voix. Tout le monde dans le quartier financier du centre-ville reconnaissait cette voix. « Monsieur Dubois », a couiné Marc, sa voix craquant comme celle d'un adolescent terrifié. « René Dubois. »« C'est exact, Marc », a dit René sèchement. René Dubois était un associé senior de l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus impitoyables de l'État. Plus important encore, il était le plus grand client VIP de la société de gestion de fortune de second rang où Marc travaillait. Marc avait passé les 3 dernières années à lécher les bottes de René, l'emmenant à des dîners coûteux et le suppliant de lui donner des références. Marc, a poursuivi René, son ton dégoulinant de glace professionnelle. Permettez-moi de vous simplifier la chose. Henry Morrison n'est pas seulement mon client. Il est le seul propriétaire légal incontesté du portefeuille Vanguard Elite. Les documents sont inattaquables. Je le sais parce que je les ai personnellement rédigés il y a 6 ans aux côtés de votre défunt grand-père. Mais, Marc a balbutié, la sueur coulant sur son front. Tais-toi et écoute-moi, a claqué René, faisant taire Marc instantanément. Nous avons un problème bien plus grave que ton ego froissé. Mes parajuristes viennent d'examiner la documentation que Vanguard Elite a transmise concernant ton petit coup de ce après-midi. Tu as tenté d'autoriser un virement de 50 millions de dollars d'un compte que tu ne possèdes pas. En utilisant les identifiants de ta firme pour simuler une autorisation. La couleur a complètement quitté le visage de Marc. Il avait l'air de vouloir vomir. Sais-tu comment le département de la justice appelle cela, Marc, a demandé René doucement. C'est de la fraude télégraphique. C'est du vol d'identité. C'est un crime fédéral passible d'une peine maximale de 20 ans dans un pénitencier fédéral. Oncle Thierry a haleté à voix haute. Delphine s'est couverte le visage, sanglotant ouvertement maintenant. Si Henry me demande de soumettre ses journaux au FBI, a dit René impitoyablement, tu seras arrêté avant le dîner. Ta firme te licenciera immédiatement, te privera de tes licences et te poursuivra probablement pour atteinte à la réputation. Ta carrière est finie, Marc. Tu es au bord d'une falaise et Henry est le seul à tenir la corde. Marc est tombé à genoux, littéralement, sur le tapis coûteux, serrant sa poitrine. Oh, et encore une chose, a ajouté René, sa voix s'éclaircissant juste une fraction, apportant une nouvelle vague d'ironie dans la pièce. J'ai parlé avec les associés seniors de ta firme ce matin concernant le renouvellement de leur bail de bureau pour le gratte-ciel du centre-ville. Ils étaient assez agressifs sur la négociation du loyer à la baisse. Marc a levé les yeux, complètement déconcerté. Qu'est-ce que le bail de bureau de ma firme a à voir avec ça? Parce que, René a ri sombrement. La société holding qui possède ce gratte-ciel est uniquement contrôlée par Henry. T'es pas trompé un loyer à ton frère chaque mois, Marc.
Le bâtiment dans lequel tu entres tous les jours, prétendant être un maître de l'univers, appartient au mécanicien que tu aimes insulter. La révélation a frappé la pièce comme une onde de choc physique. L'ampleur de l'inversion de la dynamique de pouvoir était stupéfiante. Je n'étais pas seulement le propriétaire de la richesse familiale. J'étais le propriétaire de l'existence professionnelle entière de Marc. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, regardant l'empire fictif de l'enfant prodige s'effondrer en poussière, laissez un « je gagne » dans les commentaires. C'est le code secret pour ceux d'entre nous qui apprécient le doux goût de la justice. Je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot-clé. Maintenant, regardons l'effondrement final. Merci, René, ai-je dit doucement. Je vous ferai savoir comment nous allons procéder avec les preuves de fraude télégraphique. Bon après-midi. Toujours un plaisir, Henri, a répondu René, et la ligne a raccroché. J'ai baissé les yeux sur Marc, agenouillé par terre, une coquille brisée et vide de l'homme arrogant qui se tenait au devant de cette pièce il y a à peine 20 minutes. Le roi était mort et le paysan venait de prendre la couronne. Marc sanglotait. De vrais sanglots gutturaux et laids. Il était agenouillé sur le tapis, le visage enfoui dans ses mains. Il pleurait si fort que ses épaules tremblaient violemment. Mais en le regardant, je n'ai ressenti absolument rien. Ni pitié, ni sympathie, car je savais exactement pourquoi il pleurait. Il ne pleurait pas parce qu'il avait trahi sa famille. Il ne pleurait pas parce qu'il avait failli perdre 50 millions de dollars. Il pleurait parce que son ego était brisé. Sa carrière était sous assistance respiratoire et il était terrifié d'aller en prison. C'étaient les larmes d'un narcissique réalisant que le miroir était brisé. Henri, a gémi mon père. Il s'est lentement levé, l'air 10 ans plus vieux qu'au début de la réunion. Sa posture était voûtée, ses yeux suppliants. Il a fait le tour de la table, évitant soigneusement Marc par terre, et s'est arrêté à quelques mètres de moi. Il a tendu une main tremblante, essayant de toucher mon épaule. J'ai reculé d'un pas, hors de sa portée. Papa a laissé tomber sa main, l'air profondément blessé. Henri, s'il te plaît, a supplié papa, sa voix étouffée par l'émotion. C'est ton frère. Il a fait une erreur terrible et stupide. Mais c'est la famille. Tu ne peux pas l'envoyer en prison fédérale. Cela détruirait sa vie. Cela détruirait cette famille. S'il te plaît, mon fils, nous t'aimons. Et un peu de pitié. J'ai fixé mon père, étudiant les larmes désespérées et manipulatrices dans ses yeux. Il jouait la carte ultime, la carte de l'amour familial. Où était cet amour il y a 12 ans, papa, ai-je demandé, ma voix mortellement calme. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement des bouches d'aération. Où était cette loyauté familiale quand je suis venu te demander un minuscule prêt de 5000 $ pour démarrer mon entreprise? Tu m'as dit que je n'avais pas de vision. Tu m'as dit que j'étais un simple ouvrier. Et puis tu t'es retourné et tu as donné 100 000 $ à Marc pour un diplôme qu'il a utilisé pour essayer de me voler aujourd'hui. Papa a tressailli, détournant le regard, incapable de croiser mes yeux. Je ne savais pas, a-t-il chuchoté. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Tu savais exactement ce que tu faisais, ai-je rétorqué, m'approchant, le forçant à me regarder. Tu as créé ce monstre. Tu as adoré ses costumes sur mesure, ses abonnements au country club et son arrogance factice. Tu as respecté l'illusion de la richesse plus que tu n'as respecté mes mains calleuses et grasses. Tu lui as permis de se tenir dans cette pièce trimestre après trimestre, s'attribuant le mérite de mes nuits blanches et de mon intellect. Vous l'avez tous fait. Je me suis tourné et j'ai balayé du regard toute la pièce. Delphine fixait ses genoux, refusant de lever les yeux. Oncle Thierry transpirait, l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Alors, voici les nouvelles règles, ai-je annoncé, ma voix résonnant d'une autorité indéniable. Écoutez attentivement car je ne le dirai qu'une seule fois. Tout le monde dans la pièce s'est raidi, se préparant. Premièrement, ai-je dit, regardant le désordre pleurnichard sur le sol. Marc est définitivement banni du groupe d'investissement familial Morrison. Il n'assistera plus jamais à une réunion. Il ne verra plus jamais un rapport financier et ses paiements de dividendes trimestriels sont suspendus indéfiniment. Tu es livré à toi-même, Marc. Voyons comment tu survis avec ton salaire réel sans que je paie ta Porsche. Marc a poussé un gémissement aigu et pathétique, mais il n'a pas osé discuter. Deuxièmement,
J'ai tourné mon attention vers la fille assise près du fond. Delphine. Delphine a tressailli sur sa chaise, les yeux grands ouverts de terreur. Henri, je plaisantais juste tout à l'heure, a-t-elle balbutié, les larmes coulant sur ses joues. Je jure que c'était juste une mauvaise blague. Ton allocation est coupée à 0, ai-je dit froidement. Tu peux payer tes propres voyages à Aspen, et tu peux payer tes propres sacs de marque. Bienvenue dans le monde réel. Delphine a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant bruyamment. Troisièmement, je me suis adressé au reste de la pièce. Les réunions trimestrielles sont désormais uniquement informatives. J'enverrai un résumé de performance simplifié une fois par an par email. Le système d'accès à plusieurs niveaux est mort. Personne n'aura accès au gestionnaire de portefeuille. Personne ne pourra prétendre être des magiciens de Wall Street. Vous vous tiendrez tranquille. Vous accepterez les dividendes que je déciderai généreusement de partager, et vous ne manquerez plus jamais de respect à ma profession. Un chœur de hochement de tête frénétique a parcouru la pièce. Oui, Henri, nous comprenons, Henri. J'ai regardé Tante Blanche, qui était assise tranquillement sur sa chaise. Elle ne m'avait jamais insulté. Elle n'avait jamais participé à leurs blagues cruelles. Tante Blanche, ai-je dit doucement, adoucissant mon ton. Tes dividendes continueront normalement. Tu vas bien. Elle m'a offert un petit sourire triste et a hoché la tête avec gratitude. Merci, Henri. J'ai de nouveau regardé mon père. Il fixait le sol, complètement vaincu. Son enfant prodige était une fraude, et le fils qu'il avait traité comme un paysan était le maître de son univers. Je n'enverrai pas les preuves au FBI aujourd'hui, lui ai-je dit, regardant une vague de soulagement envahir son visage. Mais René Dubois garde le dossier actif sur son bureau. Si Marc essaie à nouveau de manipuler cette famille, s'il essaie de se venger, ou même s'il me regarde de travers, ce dossier ira au procureur fédéral en moins de 60 secondes. C'est une épée de Damoclès permanente au-dessus de sa tête. J'ai pris mon téléphone sur la table et je l'ai glissé dans ma poche. Le poids lourd et suffocant que j'avais porté pendant 6 ans avait disparu. Le musée de la douleur invisible était enfin fermé. C'est clair, ai-je demandé à la pièce une dernière fois. 30 personnes ont hoché la tête dans une soumission terrifiante et complète. Je pense que nous en avons terminé ici, ai-je dit. J'ai tourné le dos à l'épave de la dynamique familiale Morrison et j'ai marché vers les lourdes portes en chêne du bureau. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Le silence qui me suivait était le son d'une victoire indéniable. Au moment où ma main touchait la poignée de porte en laiton, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un véritable appel téléphonique cette fois-ci. Pas un texte paniqué. Je l'ai sorti et j'ai regardé l'identifiant de l'appelant. C'était Nicolas, mon contremaître. J'ai glissé pour répondre et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Salut, chef. La voix rude et joyeuse de Nicolas est passée par le haut-parleur. Désolé de vous déranger un dimanche après-midi, mais nous venons d'avoir un appel de service d'urgence. Qu'est-ce que c'est, Nicolas, ai-je demandé, m'arrêtant dans l'embrasure de la porte, laissant toute la pièce entendre ma part de la conversation. Le système CVC commercial massif de la tour financière du centre-ville vient de tomber complètement en panne, a expliqué Nicolas. La société de gestion panique. Les étages supérieurs se transforment en fours, et ils ont un tas de sociétés de gestion de patrimoine élégantes là-haut qui se plaignent que leurs serveurs surchauffent. Nous sommes les seuls entrepreneurs avec les droits d'entretien d'urgence exclusifs pour ce bâtiment. J'ai laissé un sourire lent et sincère se répandre sur mon visage. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, regardant directement Marc, qui était toujours affalé par terre, essuyant son nez et ses larmes avec sa manche en soie coûteuse. C'est ça, ai-je dit fort, m'assurant que l'ironie résonne dans le bureau. Les sociétés de gestion de patrimoine se plaignent. Ouais, a ricané Nicolas. Elles hurlent qu'elles perdent des millions si leurs ordinateurs de trading s'éteignent. Vous voulez que je dépêche l'équipe, ou vous voulez gérer ça personnellement? Dites à la société de gestion que nous serons là dans 30 minutes, ai-je dit, ma voix pleine de satisfaction calme. Dépêchez l'équipe de nuit. Dites-leur d'apporter le gros équipement. Je les rejoindrai sur le toit. Compris, chef. On se voit là-haut. J'ai raccroché et j'ai regardé ma famille une dernière fois. Mon père me fixait. Une réalisation profonde et agonisante s'installait dans ses yeux. Il avait enfin compris.
L'argent ne me définissait pas. Le portefeuille ne me définissait pas. J'étais Henry Morrison, le mécanicien. Et j'aimais mon travail. Je dois y aller, ai-je dit à la pièce silencieuse. Il y a des professionnels très sophistiqués en ville qui ont besoin d'un pauvre loser pour sauver leur monde fragile. Je suis sorti du bureau, j'ai traversé le grand couloir et j'ai franchi les portes d'entrée du manoir. Le soleil de fin d'après-midi a frappé mon visage, chaud et exceptionnellement lumineux. L'air sentait le pain et la liberté. J'ai descendu la longue allée pavée, passant devant la file de Mercedes, BMW et de l'odieuse Porsche de marque. J'ai atteint le bout de la ligne où mon vieux Ford F-150 rouillé était garé. J'ai passé ma main sur le métal rayé de la benne du camion, sentant la texture familière. Je suis monté sur le siège conducteur, les vieux ressorts gémissant sous mon poids. L'habitacle sentait l'huile moteur, le vieux café et le travail acharné. C'était la meilleure odeur du monde. J'ai mis la clé dans le contact et je l'ai tourné. Le moteur a rugi, un profond grognement mécanique qui ne m'a jamais fait défaut. J'ai passé la vitesse et je me suis éloigné du manoir, laissant le drame toxique et superficiel dans le rétroviseur. Alors que je roulais vers la ligne d'horizon de la ville, regardant les tours de verre refléter le coucher de soleil, j'ai pensé à grand-père Alain. C'était un vieil homme dur, mais il était incroyablement sage. Il savait que la vraie richesse n'a pas besoin de crier. La vraie richesse n'a pas besoin de porter un costume sur mesure ou d'exiger le respect à une table en acajou. La vraie richesse est silencieuse. C'est la liberté de se réveiller chaque matin, de se regarder dans le miroir et de savoir exactement qui on est sans avoir besoin de la validation de quiconque pour le prouver. Je gérais un demi-milliard de dollars, protégeais l'avenir de ma famille et maintenais les lumières de la ville allumées. J'étais exactement là où je voulais être. Et pour la première fois de ma vie, personne n'allait se mettre en travers de mon chemin.